Nous sommes jeudi 15 mai 2025 et je vais faire une lecture d'un extrait d'un livre de poche dont le titre est La médiocratie avec politique de l'extrême centre et gouvernance d'Alain Deneau, qui est docteur en philosophie de l'université Paris 7 et il est auteur de nombreux ouvrages. Donc là, nous sommes dans le chapitre voilà. Nous sommes je vais commencer à lire à partir de la page 217. C'est une série, on va dire, de prémices. Et là, ça commence à prémisse 9. Rendre la partie, l'organisation privée, plus grande que le tout, l'État. L'inépuisable polysémie du terme société, celui de gouvernance, la comprime, en extrayant un de ses sens qui occultera tous les autres. Au demeurant, il est confondant que l'homonymie société désigne tant des entités commerciales que les structures et dispositions de l'ensemble d'une collectivité. Le terme societas signifia au début de notre ère des alliances particulières entre associés cherchant à prendre le pouvoir, à commettre des crimes et à mener des opérations commerciales. C'est ce dernier cas de figure, sinon de tous les trois, que découle aujourd'hui le terme société en français, lorsqu'il s'agit de désigner une organisation vouée à produire, distribuer ou commercialiser des biens et services. Mais société en est venue également à caractériser tout ce qui tient de la vie publique en général. Plus précisément, la modernité reconnaît sous l'appellation société la chose commune en tant qu'elle a succédé à l'ordre dialectique ancien dans lequel s'opposait d'une part la sphère de la vie domestique, l'économie en tant que gestion d'une maisonnée et d'une lignée, loikos nomos, et d'autre part celle de la vie politique, la police. C'est que tout a changé. Pour Hannah Arendt, la société moderne touche désormais moins à des considérations politiques qu'à des enjeux administratifs. D'elle se dégage une sorte de gouvernement anonyme gérant le conformisme. Les deux acceptions du terme société trouvent ici leur croisement. Les lois sociales relèvent d'une science du contrôle des masses plus que du droit et de la délibération politique dont jouissaient jadis les hommes libres d'Athènes. Tandis que la pensée politique se trouve débordée par la société moderne, un certain domaine privé cessera pour sa part d'être relégué dans les marges de repli que se donnent des sujets voulant se soustraire au conformisme lourd de l'espace civique. Le secteur privé renvoie désormais à toute autre chose qu'à ses initiatives dans les marges, mais à quelque chose de si central, socialement, qu'on peine à comprendre pourquoi ce domaine porte encore l'épithète privé. Cela se vérifie sur le plan des biens économiques. Si la richesse est sociale, tandis que la propriété est privée, les objets en cause restent à la base les mêmes. Les ressources qui sont disputées dans leur statut, à savoir si elles relèvent du domaine public ou non, font l'objet d'un passage au privé lorsqu'elles deviennent des faits de propriété. L'épithète privé, lorsqu'il est utilisé pour caractériser une appropriation de la richesse commune, prend alors un sens qui n'a plus rien à voir avec l'attitude de retrait qui consistait à se distinguer du tout social. C'est le problème qu'Hannah Arendt met en exergue. Le mot « privé », quand il s'agit de propriété, perd aussitôt son caractère privatif et s'oppose beaucoup moins au domaine public en général. En privatisant des éléments de la vie publique, l'organisation privée en prive la collectivité. La société privée opère donc un détournement de richesse au titre de la propriété,
Elle ne se dégage pas de la vie publique, mais au contraire s'y engage dans le but d'y assurer une occupation. La société s'en trouve dominée par des sociétés. Le programme managérial qui se substitue au fait politique dans la société moderne contribue alors à jeter les bases d'un ordre gestionnaire que l'expression gouvernance baptisera plus tard et radicalisera. Cette occupation gagne nécessairement toutes les sphères du langage, au point où la gouvernance cherche maintenant à codifier les modes de fonctionnement de la collectivité dans son ensemble, à partir du lexique organisationnel qu'elle a déjà développé pour faciliter la gestion des sociétés privées. La société moderne ainsi réfléchie paraîtra comme une entité globale dont la société privée référentielle est l'autoritaire synecdoque. On commet cette méprise en haut lieu. L'erreur de la Banque mondiale est de ne pas dissocier clairement les réformes sectorielles ou locales, une administration comme les douanes, des réformes globales. Là-dedans, privé de définition fondamentale, le citoyen doit se fondre dans le rôle d'un joueur, au sens compétitif de player, ainsi que dans le rôle d'un partenaire, au sens commercial de stakeholder, pour se découvrir finalement abîmé dans la logique de l'organisation. Comme membre de la société civile, participant à des prises de décision dans des forums où prévalent les seuls jeux d'intérêt privé, feu le citoyen jouit dans l'ordre de la gouvernance de l'émiettement d'un pouvoir qu'il croira exercer seulement s'il est naïf. Cet égel remis sur sa tête. Comme joueur, il performe tout au plus dans un rôle de soutien. Si le forum auquel il participe devient le point à partir duquel se développeront des politiques et des réglementations publiques, celui-ci se déploie d'abord en fonction des partenaires en présence, selon la structure modelée à coup sûr d'après celle de l'organisation privée et à son avantage. Quand il n'est pas sur la touche, le joueur de la gouvernance se laisse entraîner dans le négoce émanant des organisations privées de la même manière que la société dans son ensemble se soumet à la dynamique du groupe qui se place en position de l'encadrer. L'ordre des priorités est clair. La bonne gouvernance établit une médiation entre les intérêts divergents pour en arriver à un large consensus sur ce qui est dans le meilleur intérêt du groupe et, là où c'est possible, sur les politiques et procédures. Sur les politiques et procédures. L'esprit du lobbying recouvre l'esprit du temps. La tradition intellectuelle, qui avait cherché selon un mode autoritaire comme selon un mode libéral à fonder théoriquement la justification historique et morale des institutions publiques sur la base de l'intérêt commun, se trouve renversée par un ordre qui considère le groupe d'intérêts privés comme un pôle apte à orchestrer les préoccupations communes. La seule logique des rapports de force prévaut tout à coup explicitement au titre de fondement politique. Prémisse 10. Privatiser en privant. On feint de penser, sous le vocable de la gouvernance des modalités par lesquelles un vivre ensemble serait possible, précisément sur un mode qui contredit cette possibilité. La gouvernance désigne ce qu'il reste d'envie de partage dans le contexte de la privatisation économique. Le collectif a l'état de fantasme, un mirage, car la privatisation du bien public ne procède de rien d'autre que de la privation. En même temps que le libéralisme économique promeut brutalement cet art de la privation dans les milieux de ceux à qui cela profite, la gouvernance sert à en amortir le choc pour les esprits seulement, car on n'excédera pas à ce chapitre le seul travail de rhétorique. Privare en latin signifie le fait de mettre à part. C'est le contraire du partage. Privatiser un bien consiste pour les uns à en priver les autres du moment qu'ils ne paient pas un droit de passage afin d'y accéder.
Le privatus désigne par conséquent celui qui est privé de quelque chose. Privatus lumine, l'aveugle privé de la vue dont parlait Ovide. Même quand les coûts relatifs aux biens sont amortis depuis longtemps, comme dans le cas d'un immeuble, les locataires n'en finissent plus de le financer à vide, plutôt que de s'en tenir aux coûts réels, ceux de son entretien. Quand il ne s'agit pas de surpayer, au profit d'exploitants, des biens fabriqués et distribués par des subalternes scandaleusement sous-payés. Le profit des multinationales, vu ainsi, procède d'une sorte d'impôt privé étranger à tout intérêt public. Il s'agit, autrement dit, de logique mafieuse légalisée. C'est d'ailleurs du même privaré latin que provient l'expression privilège. Il s'agit littéralement d'une loi, lex, privé, privus. Le privilège correspond à l'acte de priver, exclure autrui d'un bien ou d'une faveur en vertu d'une règle générale, loi. En d'autres termes, il est en droit une disposition juridique qui fonde un statut particulier, tel que celui de la noblesse dans l'Ancien Régime, d'où les expressions chéries par ceux qui en tirent un grand bénéfice, respecter la loi, agir dans le cadre strict de la loi, etc. Prémisse 11. Avoir intérêt à défendre des intérêts. La gouvernance soutient une conception très étroite du partenariat. La notion d'intérêt y prime, au sens de faire primer, tel jour, tel intérêt particulier, point. Là s'arrête la conscience de la vie en société. Pour être partie prenante des cercles de délibération et de discussion de la gouvernance, les partenaires des forums de type gouvernance ont à défendre des intérêts directs ou connexes en relation avec le projet que les plus puissants livrent à la délibération. Ils doivent de ce fait reconnaître que leurs intérêts sont en lien avec le projet et donc y souscrire. C'est le sens vicié que les idéologues de la gouvernance donnent à la notion de partenariat. Les joueurs ont par-dessus tout intérêt à avoir des intérêts. Ils les défendront en relation avec le projet, de façon souvent anecdotique, s'ils souhaitent éviter de disparaître complètement des cercles de délibération publique. Ils se voient de ce fait dans l'obligation d'admettre les règles d'un jeu dont ils sortent inexorablement perdants. L'intérêt premier n'est donc plus ce qu'on entend défendre dans le cercle de la bonne gouvernance, mais d'en faire partie. Si la société civile est d'accord pour intervenir en matière de représentation, les avantages sont clairs. Influence accrue sur les politiques et les programmes publics, meilleure reddition de comptes à leurs différents partenaires et gouvernance améliorée. Les partenaires sociaux, candidats à représenter la société civile, sont ainsi mis en concurrence entre eux pour se voir cooptés dans le cercle des élus représentant la société civile. C'est en vertu d'un tel opportunisme qu'il convient de décoder le sens d'une gouvernance améliorée. La concurrence est brutale, tout comme les tournures employées pour la dire, considérant la vaste quantité d'organismes de la société civile dans le décor. Pour déterminer quelle organisation sera élue dans le cadre de choix déchirants, these are two questions to be asked, rien de mieux que les considérations floues et tautologiques que prisent les tenants de la gouvernance. Les organisations retenues dans ces cercles du pouvoir répondront aux principes suivants. Les organisations de la société civile doivent être capables de dire au nom de qui elles parlent et ne parlent pas, et comment les voix de leurs membres et ou partenaires sont entendues et représentées. En d'autres mots, il faut qu'il y ait gouvernance efficace, comprenant légitimité et voix au sein des organisations de la société civile elle-même. Les prétendants à la représentation de la société civile dans les cercles de la bonne gouvernance doivent se légitimer en appliquant les règles de la doctrine dans leur propre cadre. L'auto-légitimation mimétique, en vue d'une adhésion à de grands groupes, servira de seul critère d'admission. Loin de la démocratie directe
et d'autres tentatives radicales du vivre ensemble. Il faudra aux associations les outils du management et de l'entrepreneuriat institutionnel afin de définir une approche gestionnaire propre au secteur associatif, c'est-à-dire adaptée au jargon en usage dans l'économie de marché. Des sociologues s'y sont consacrés en France en insistant d'abord sur la productivité qu'assurent au pays les organisations civiques. Elles génèrent 3,4% du produit intérieur brut et un volume de 1 050 000 emplois, en équivalent temps plein pour la France. Figurez-vous, sans parler de leurs 15 millions de bénévoles sur le plan social, les sociologues de la gouvernance auront beau tourner le dos aux économistes orthodoxes et clamer haut et fort leur croyance en une pluralité dans les sciences sociales, leurs vaillants choix épistémologiques visant à les légitimer, à leur tour, ne seront puisés dans d'autres considérations qu'économétriques et managériales, parce que c'est le seul sous-texte que connaît tout discours se réclamant de la gouvernance. Ainsi présente-t-on les normes comme des constructions sociales qu'on étudie en veillant au respect de la pluralité des logiques de la vie sociale et économique. Il s'ensuit sur ces agents, dont on prétend défendre les marges de manœuvre, des assertions du type « en association », le sentiment d'appartenance est souvent lié à une valeur d'exemplarité. Le sentiment d'appartenance est souvent lié à une valeur d'exemplarité et à une contribution à l'innovation socio-économique. Le registre sémantique de l'efficience, de l'innovation, du développement et de la rigueur continue donc de s'imposer dans le texte, tel un fait de nature, alors que s'y opposent férocement bien des agents des associations culturelles, écologiques, politiques, qu'il s'agit pourtant pour ces savants d'étudier. Marthe Nissens, économiste de référence en matière de gouvernance, dira des analyses économiques qu'elle se penche sur la présence des associations dans la vie publique en fonction de leur rôle. Dans un contexte du tout au marché, son parti pris méthodologique est clair. Les analyses économiques s'intéressent ainsi à des réalités qui ne peuvent être réduites à de simples pratiques marchandes, tout en se basant sur des cadres d'analyse élaborés initialement pour appréhender ces dernières. La prémisse implicite de cette approche économétrique consiste à présenter les associations civiques comme étant complémentaires et donc assimilables à l'économie de marché. Il n'y va plus d'une pensée critique et de l'approche alternative d'associations qui pensent à leur manière le rapport au monde, mais d'innovation sociale dont les associations restent prestataires. Ces innovations se traduiraient par des tractations autour de collaborations qu'offriraient les organisations civiques sur l'incontournable mode de l'offre et de la demande. Les associations ne s'ajouteraient plus à l'État parce qu'elles en critiquent le dévoiement ou la récupération par les puissances capitalistes. Elles n'agiraient plus en marge des multinationales parce qu'elles désavouent radicalement leur mode d'exploitation des gens et des ressources, mais elles se présenteraient au contraire auprès d'eux comme des partenaires, leur achetant et leur vendant des atouts particuliers. Dans une approche en effet schématique, Nissens présente un triangle institutionnel qui assimile complètement les organisations indépendantes à des commerçants dispensant des informations et des points de vue extérieurs aux États et aux entreprises. En retour, les problèmes d'incitant à l'efficacité et de paternalisme philanthropique qui sont propres aux organisations seraient compensés par les deux autres grandes sphères sociales. Évidemment, les nombreuses associations qui existent aux fins de critiquer de telles conceptions restent les impensés de ce modèle, à la portée somme toute fort restreinte. Par exemple, selon une telle approche, l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens, ATTAC, une organisation indépendante farouchement opposée aux modes de pensée managériaux et qui lutte précisément contre les politiques néolibérales, passerait pour une instance qui fournit de la pensée critique aux acteurs des deux autres sphères,
trop engoncés dans leur idéologie pour en générer seuls, tandis que ces derniers produiraient en retour les données statistiques fondamentales dont Attaque a besoin. Une telle réduction à un agencement commercial, une telle réduction à un agencement commercial suffirait à rendre compatibles des mouvements qu'on sait opposés dans leur essence. Le dire reste toutefois un tabou dans l'ordre de la gouvernance, car cela reviendrait à reconnaître l'existence, sinon la pertinence, d'une pensée politique au sens où elle est nécessairement conflictuelle. Voilà, j'arrête là, c'est la page 225.